Bonjour à tous et merci à ceux qui nous suivent depuis le début de cet après-midi de ce mardi 30 juin 2020. Nous sommes en direct ici de l'Institut Curie à Paris et bienvenue à ceux qui nous rejoignent pour cette troisième table ronde, les centres de lutte contre le cancer au centre de leur territoire. Une réponse, tout un programme, une réponse idéale aux enjeux politiques et économiques. Et les professionnels de santé, on le voit bien, difficile de ne pas s'en rendre compte, veulent peser et entendent peser sur les débats actuels et à venir de transformation du système de santé pour évidemment faire avancer, s'ils le peuvent, leurs idées et leurs projets d'organisation, et changer et améliorer leur mode de fonctionnement. Comment prendre en compte leurs demandes, les intégrer, ces demandes, dans des projets plus globaux dont les pouvoirs publics ont la charge. Quelles perspectives s'ouvrent à eux? Quelles sont, dans le fond, les bonnes organisations à mettre en place? Ce sont quelques-uns des objectifs que nous nous fixons pour cette troisième table ronde. Nous allons parler de gouvernance, nous allons parler de Ségur, nous allons parler sans doute de territoire, de parcours de soins, de coopération. Jean-Yves Blais nous dit souvent que les centres de lutte contre le cancer sont des joyaux à préserver. Je ne sais pas ce qu'il veut réellement en dire. Mario Campone, est-ce que pour vous aussi, vous êtes le directeur général de l'Institut de cancérologie et vous êtes le président délégué d'Unicancer, ce sont vraiment des joyaux, c'est un vrai bijou? Ah, c'est un vrai bijou de famille, oui. Si on choisit de rester dans un CLCC, c'est parce que le mode de fonctionnement nous convient. Toute ma génération n'avait qu'un but, c'est de rester dans un CLCC. Pourquoi? Parce que, d'abord, ce sont des hôpitaux à taille humaine. Et ça, c'est important, parce que quand vous devez discuter entre... la multidisciplinarité, c'est pas le nombre. Il ne faut pas être 5000, il ne faut pas être 10 000. Il faut être peu, concentré sur un seul objectif qui est le cancer. Donc ça, c'est un point important. Puis quand vous devez prendre des décisions, ça ne doit pas prendre 8 mois, 10 mois, 15 mois, 24 mois. Et c'est l'avantage de la gouvernance des CLCC. Ce qui était plaisant, c'est que quand vous aviez un projet, vous passiez par votre chef de département passait directement chez le directeur vous convoquait, vous en parliez, et dans le mois qui suivait, votre projet, il était validé ou pas. Et ça, c'est une force. C'est-à-dire que la gouvernance d'un CLCC, quand ça fonctionne, c'est un binôme. Ce binôme, moi je veux parler du mien, il est assez fusionnel, parce qu'on est complémentaires, chacun apporte ses compétences. La directrice générale adjointe, qui est Madame Joalan, elle est issue du sérail des hôpitaux, donc elle connaît le fonctionnement des hôpitaux, elle connaît comment ça fonctionne. Moi je connais ce que c'est que la cancérologie, je connais les besoins des médecins, des paramédicaux, et c'est ce binôme-là qui fait qu'il conduit le changement, l'agilité dont on parlait tout à l'heure. Je pense que s'il n'y avait pas eu ce binôme-là, on ne serait pas adapté aussi rapidement à la crise du Covid. Oui, c'est un joyau, et ce joyau, il doit être conservé par sa gouvernance et sa manière de fonctionner. Voilà. Pour moi, oui. Madame de Roche, bonjour, c'est heureux de vous avoir. Vous êtes sénatrice de Maine-et-Loire et vous êtes la présidente du groupe d'études cancer du Sénat. Qu'est-ce que c'est d'abord le groupe cancer du Sénat? Vous êtes sénatrice et pourquoi, et en deuxième lieu, pourquoi vous vous intéressez à ces sujets, madame? Alors, le groupe d'études cancer au Sénat a été créé en 2016. Le Sénat a pour habitude, depuis plusieurs années, d'accueillir au mois de février un colloque organisé par l'association Imagine for Margot sur le cancer de l'enfant et notamment les traitements spécifiques. Et lors d'une table ronde, on s'était aperçu que à la fois le groupe d'études de l'Assemblée nationale, mais aussi les parlementaires européens, les députés européens qui participaient, on avait tous finalement un objectif commun, c'est transcourant politique. Et j'ai demandé à l'époque au président Larcher de créer ce groupe d'études cancer qui n'existait pas. Donc depuis, nous fonctionnons de façon assez harmonieuse avec l'Assemblée nationale pour essayer de se répartir les textes, pour ne pas bloquer des textes ou au contraire faire avancer des propositions de loi qui iraient dans le bon sens. Et puis nous organisons régulièrement en effet des tables rondes, nous participons à des colloques, nous avons fait des rapports qui peuvent intéresser notamment le traitement du cancer. On a fait un rapport que je trouve intéressant sur l'accès précoce à l'innovation. Donc c'est vraiment un groupe d'études qui fonctionne bien.
au sein de la commission des affaires sociales, puisqu'on est en charge le budget de la santé. Et pour ma part, moi, j'ai une formation de médecin. J'ai travaillé quelque temps, mais il y a très très longtemps, au centre anticancéreux d'Angers, qui était le centre Paul Papin. Mais à une époque, alors même si je ne suis pas toute jeune, je ne suis pas non plus d'un âge, mais c'était vraiment de la cancérologie, de la préhistoire par rapport à ce qu'on vit maintenant. Mais néanmoins, c'est un langage qui me parle et c'est pourquoi je suis heureuse de présider ce groupe. Et serait-ce à dire que la cancérologie pourrait être un sujet assez consensuel? On n'en a pas tout à fait... Enfin, pour la cancérologie, peut-être, enfin vous allez nous répondre. En tout cas, la santé, on ne peut pas dire que ce ne soit pas un sujet... On ne peut pas dire que c'est un sujet tout à fait consensuel. Non, mais en matière de... Si on veut faire avancer, en matière de cancérologie, si on veut faire avancer... des textes législatifs qui simplifient la vie, notamment on l'a vu dans l'accès à l'innovation. La loi sur les cancers pédiatriques a amené aussi des avancées. Là, on est consensuel. Après l'organisation de la santé en France, en effet, il peut y avoir des clivages politiques et c'est un vrai choix politique. Je pense qu'en matière de cancérologie, on est en plus typiquement sur ce qu'est le parcours du patient, qui est au cœur de tous les textes que l'on a. Chaque PLFSS, c'est le sujet, le patient au cœur de son parcours et au cœur du système. La cancérologie se prête bien à cette thématique et à cet environnement. Je crois que c'est Axel Kahn que nous avons reçu tout à l'heure qui dit, dans des textes que j'ai lus, le cancer, ça n'est pas une maladie comme une autre. Il y a une dimension sociale très, très particulière. Vous, en tant qu'élu politique, c'est ce que vous ressentez aussi? Oui, il y a une dimension sociale forte, avec des conséquences sociales que peuvent être en effet la prise en charge du patient pendant le traitement, mais aussi après traitement. Nous, à la Commission des affaires sociales, on traite du droit du travail. On sait la place de cancer et travail, comment on doit l'améliorer au maximum. Et puis, il y a tout en amont, toute la prévention, qui est aussi un sujet sur lequel on discute et qui est aussi souvent un des sujets du PLFSS. Donc, en effet, je pense que ça correspond bien à une thématique sur laquelle on peut se retrouver et on peut faire des propositions à la fois au niveau législatif, mais aussi au niveau local. On nous disait souvent que la santé ou ces questions médicales, finalement, n'intéressaient que très peu d'élus, sauf évidemment les élus médecins ou anciens soignants. Est-ce que vous avez l'impression que peut-être les choses changent, peut-être d'ailleurs à la suite d'une crise sanitaire telle que nous avons vécue? Oui, sûrement. Telle que nous vivons. Même auparavant, la crise a peut-être accentué, mais il faut savoir que la santé, d'abord, il y a le budget de la sécurité sociale qui n'est pas négligeable et que l'on vote chaque année. L'émission aussi santé du budget général, vous avez parlé de la recherche tout à l'heure, tout ça, ce sont des sommes importantes qui sont investies, donc que les parlementaires s'y intéressent, c'est normal. Mais il y a aussi une vraie question d'aménagement du territoire en matière de santé. Et moi qui suis à la région du Pays de la Loire en charge de la mission santé, on le voit bien que l'accès aux soins partout et pour tous est une vraie préoccupation d'élus locaux, mais de facto d'élus nationaux ou d'élus départementaux ou régionaux. C'est bien d'avoir une sénatrice, Mario Crampone, qui s'intéresse au cancer, pas très loin de son centre. Oui, c'est très important parce que une de nos missions, c'est justement de gommer les inégalités d'accès aux soins. Et on travaille de concert justement avec les élus locaux et puis avec la région. Exemple très concret, on déporte des oncologues médicaux. On parlait de la rareté des oncologues médicaux qui n'auraient pas forcément d'appétence pour des petites structures, qui aiment bien être dans une grosse structure, ça les rassure parce qu'ils travaillent en coopération, mais le fait de les rattacher à la maison mère et de les déporter, c'est pas très joli comme terme, mais sur des petites structures, les exporter, merci, c'est des produits finalement. Ça les rassure et on apporte de la compétence. Et je peux citer deux choses. Il y a Château-Gontier, qui n'est pas tout à fait dans le Maine-et-Loire, mais qui est à la frontière entre le Maine-et-Loire et la Mayenne. Et puis, et on renforce aussi l'hôpital de Cholet, où on met des oncologues médicaux. On a un projet d'ouvrir de la médecine nucléaire, éventuellement d'autres choses. Voilà. Vous vous sentez une responsabilité en la matière ou vous êtes, on vous le demande et vous faites? Non, c'est ma volonté. C'est une vraie politique. C'est une vraie mission. Voilà, c'est une mission. C'est-à-dire que on le répète depuis le début, on participe au service public.
Le service public, c'est pas uniquement se concentrer sur son institution, c'est de se déporter. Je préfère déporter qu'exporter. C'est se déporter où il n'y a pas de soins, justement. Et l'idée de s'installer sur Château-Gautier, c'est un désert médical. Mais vous avez un désert qui est juste au-dessus, qui s'appelle Laval, où vous avez quasiment plus personne. Et donc, nous, l'idée, c'est de permettre aux Lavallois, pour certains, de venir se faire traiter sur Château-Gautier. Donc, c'est une vraie mission publique. Enfin, moi, c'est comme ça que je le perçois. C'est comme ça qu'on le fait, et c'est comme ça qu'on collabore, justement, avec les élus, que ce soit Angers Métropole ou le Choletais, et on implique beaucoup nos députés et nos sénateurs pour justement pour partager ça et qui nous aident aussi à être un interlocuteur particulier vis-à-vis des agences régionales de santé. Madame de Roche, vous vouliez compléter? Oui, quand vous avez dit, est-ce qu'on vous le demande? Non, nous, enfin à la région des Pays de la Loire, si je suis sur la partie plus région, nous on est là pour accompagner la demande et pour faciliter à la fois, c'est une compétence d'État, mais on est là pour aider les élus locaux dans les difficultés qu'ils rencontrent pour pallier le déficit en professionnels de santé, médecins ou autres. Mais on est là aussi pour accompagner les structures, et comme celle du Centre de lutte contre le cancer, lorsqu'ils ont des projets qui nous semblent participer en effet à un accès aux soins, on est là pour les soutenir. Et c'est la même chose d'ailleurs, et moi je dis toujours aux ARS, vous êtes là pour... il faut que l'initiative, elle vienne du terrain, qu'elle vienne de la base. Les ARS sont là pour des facilitateurs, mais si ça vient d'en haut, et si on dit aux professionnels de santé, vous allez faire comme ça, et en si plus, vous leur... avec les libéraux, souvent ça marche assez peu, et avec les élus, ça ne se passe pas bien aussi. Donc il faut vraiment qu'il y ait des initiatives qui viennent de la base, on est là pour les accompagner. Nous, on a créé un fonds régional d'accompagnement à l'innovation en santé. On travaille en effet à la fois sur télémédecine aussi, mais organisation des soins. Madame de Roche, si vous le leur dites aux agences régionales de santé, c'est que ça ne va pas très bien. Il faut que ce sont des reproches que vous faites? Non, c'est pas un reproche que je fais. Moi, j'ai bien travaillé le plan santé que l'on avait fait avec à l'époque Cécile Courrèges, qui est après partie à la DGOS. On arrive à travailler de façon en effet concertée, chacun à sa place. Mais j'insiste à chaque fois auprès des agences régionales de santé, bon ça se passe bien, mais quelquefois il vaut mieux le redire, en disant laissez l'initiative au terrain et accompagner. C'est le cas pour les regroupements professionnels de libéraux, médicaux, paramédicaux. On est sur la pluridisciplinarité, ça marche bien sur les territoires, mais il faut que ce soit l'initiative. Si vous obligez, ça ne marchera pas, il faut que ce soit vraiment une volonté locale. Marc Ichou, vous êtes le directeur général du Centre de lutte contre le cancer d'Occitanie, de Montpellier, et membre du bureau d'Unicancer. Les centres de lutte contre le cancer dans votre région, qui est une région vaste, avec des départements, ou en tout cas des territoires extrêmement différents, j'imagine. On nous le dit souvent, mais quel est le sens Mario Campan parle de responsabilité ou de mission. Quel est, vous, le sens de votre engagement en la matière? Alors, c'est vrai que l'Occitanie, maintenant, est une très grande région, 13 départements, 6 millions d'habitants, et très étendue, avec 2 pôles différents, Toulouse et Montpellier, et 2 cultures assez différentes. Toulouse, qui est très centrée sur la ville de Toulouse, avec peu d'hôpitaux, de grands hôpitaux autour, et Montpellier, où il y a beaucoup d'autres villes, Nîmes, parce que nous avons d'ailleurs la particularité d'avoir pour une faculté 2 CHU, Nîmes et Montpellier, et puis Perpignan, Béziers, Sète, etc. Donc, c'est clair que nous, notre intervention en termes de territoire, c'est ce qu'on appelle l'Occitanie Est, c'est-à-dire l'ex-Languedoc-Roussillon, et Toulouse est sur l'Occitanie Ouest, Midi-Pyrénées. Et le challenge des centres, c'est qu'effectivement, d'une part, nous sommes ici Unicancer, et nous avons un besoin de cette fédération nationale qui regroupe tous les CLCC, parce que nous avons les mêmes valeurs, le même mode de fonctionnement, et en même temps, on a forcément un ancrage territorial, et on voit que chaque région, chaque territoire est différent, et que les recettes à appliquer peuvent être différentes d'un territoire à l'autre, avec parfois des déserts médicaux, parfois non, et donc on est, comme je crois les autres centres, totalement impliqués dans notre territoire. Nous avons signé des partenariats avec tous les GHT de notre territoire Occitanie-Est. Nous avons la chance d'avoir d'excellents rapports avec notre CHU, Montpellier et de Nîmes, et aussi avec les cliniques privées. Et je dis toujours que
nous ne devons jamais vivre en concurrence avec les autres, mais totalement en complémentarité. Et nous devons être un centre de référence. Non pas pour aller, je dirais, piquer des malades à droite ou à gauche, mais pour être le centre de référence et d'organisation de la cancérologie dans notre territoire. Et comme Mario Campone dans son territoire, nous exportons des oncologues médicaux au CHR d'Alès, au CHR de Béziers, au CHR de Sète, pour assurer cette prise en charge. Et effectivement, ils ont quand même une appétence à avoir un lien avec le centre pour la recherche, pour l'enseignement, pour l'excellence. Et l'organisation entre ces structures, d'ailleurs le financement, ce ne sont pas des gros mots, ça s'est bien organisé, ces coopérations? C'est pas toujours facile, parce qu'on est un peu en colère, par exemple, contre l'ARS, où il y a une commission Théodule qui a dit que nous n'étions pas éligibles aux assistants à temps partagé, qui sont pris en charge par les ARS. Bon, c'est bien, je me suis bien énervé, ça va se régler, mais pour vous dire qu'il y a de temps en temps, comme ça, et des comportements qui ne sont pas tout à fait adaptés à cette collaboration. Il faut passer outre, et clairement, il y a besoin surtout d'attractivité dans ces territoires. Et ça, c'est un vrai problème. Antoine Perrin, on est heureux de vous avoir parce que vous allez peut-être essayer de réunir un peu toutes ces analyses que nous faisons, on va tenter de le faire, on va le faire tous ensemble, mais les enjeux organisationnels du moment, ils sont quoi? Où en sommes-nous et où va, dans le fond, notre système de santé, selon vous, dans un moment d'actualité? J'ai combien? 5 minutes ou 4 heures? Ça dépendra de la manière dont vous répondez. Si nous sommes tout à fait passionnés, on vous laissera 4 heures. Alors, je partirai alors, je rajoute une petite difficulté à votre tâche. Parlez-nous un peu du rôle des élus. J'ai vu que vous aviez plusieurs fois évoqué cette question dans les travaux de la FEAP, la fédération que vous dirigez. Alors, nous on part, mais nous tous ici, reprenons les fondamentaux. Qu'est-ce que nous a appris la médecine? Alors moi-même je suis chirurgien, j'ai travaillé 20 ans comme chirurgien à l'hôpital public. J'adore les missions de service public. Je n'en suis jamais sorti, je suis passé à la FEAP. Mais quelle est l'évolution majeure de ces 30 dernières années? Quand j'ai démarré mon activité chirurgicale, tout était organisé autour de moi. C'était normal, ça ne posait de problème à personne et surtout pas à moi. Dieu. Et ceux à qui ça posait des problèmes, ils ne le disaient pas ou je ne les entendais pas. Aujourd'hui, tout est organisé autour des personnes concernées et des personnes concernées à partir de leur lieu de vie, leur domicile. Une fois qu'on a dit ça, on déroule le reste. Ça veut dire que qu'est-ce qui fait une loi? C'est la nécessité. Et la nécessité, c'est de s'organiser dans un territoire, entre les acteurs, en prenant pour cible la réponse coordonnée aux besoins d'une personne qui est vivante, qui est mobile, qui habite quelque part et qui souhaite que le parcours en santé qu'on va lui proposer de façon coordonnée, il parte de son domicile, il s'en éloigne le moins possible, le moins longtemps possible et dans les meilleures conditions. À partir de là, il faut dérouler. Il faut dérouler dans les meilleures conditions possibles, avec le plus de souplesse, d'opérationnalité et d'efficacité. Est-ce à dire un affaiblissement des établissements au profit d'une médecine à domicile, une médecine assurée Je ne prendrais pas le terme affaiblissement. Je ne prendrais pas le terme affaiblissement. Je prendrais le terme évolution. Oui, certainement. Parce que l'activité intramuros, elle se justifie, mais c'est plus la même. Bon, moi j'ai fait beaucoup de cancérologie quand j'étais praticien hospitalier. Je me souviens très bien qu'à l'époque, un malade qui a un cancer, on commence par l'allonger, on le met dans un lit à l'hôpital, il y reste des semaines, bilan, et il ressort debout, enfin on espère, plutôt guéri ou en voie de guérison. Aujourd'hui, c'est plus ça du tout. Un malade, il reste debout. Il y a des phases de traitement le plus courtes possible où il est allongé dans un lit à l'hôpital, mais la plupart de son parcours se fait en ambulatoire. Donc les choses ont complètement changé. Donc l'institution, l'établissement avec ses murs a toujours son sens, mais plus le même. Plus le même. Un sens d'accueil au milieu d'un parcours, le moins longtemps possible, le plus
technique possible, parce qu'effectivement, la technique justifie souvent la structure, pas que, et en tout cas le moins longtemps. Est-ce que c'est ce que vous avez entendu, notamment dans les crises, alors je ne parle pas de celle de la crise sanitaire que nous avons connue, mais dans les crises sociales dans les hôpitaux, est-ce que c'est comme ça que vous avez perçu les choses? Parce qu'on a un peu le sentiment que les professionnels demandent au contraire un renforcement de leurs hôpitaux, un renforcement de leurs lits, etc. Ça, si tu me branches sur ce sujet-là comme ça, Pascal, je risque de ne pas te décevoir. Parce oui, que, on est là pour dire écoute, j'adore l'hôpital public, mais j'ai été président de CME, j'ai été président de la conférence des présidents de CME, j'ai été administrateur de la FHF, donc je vois très très bien le sujet. Quand je vois les demandes des praticiens hospitaliers que j'ai encore vus hier soir quand ils rentraient juste avant de sortir déçus du ministère pour les négociations, je pense qu'ils font fausse route. Qu'est-ce qui fait l'essence de la gouvernance de nos établissements du NICANCER ou de la FEAP? C'est, comme l'a dit Mario Campen, des établissements de taille modérée avec une gouvernance qui est simple, qui est claire. Il y a un patron, alors il ne faut pas déifier le patron, surtout pas, parce qu'un bon patron, il écoute, et il tient compte des avis de tout le monde. Ce patron, il peut être médecin ou pas. Alors, dans l'Unicancer, c'est un médecin, et son adjoint direct est un administratif. À la FEAP, c'est plutôt un administratif, mais il y a des directeurs qui sont médecins. Mais en tout cas, les pouvoirs sont clairs. Ce directeur, c'est lui qui recrute y compris les médecins. Et on parle souvent des CME. Alors, j'étais président de CME, je vois bien les décrets qui encadrent les présidents de CME et le décret qu'on demande pour encadrer les CME des GHT qui vont encadrer les CME du territoire. C'est un enfermement épouvantable qu'ils cherchent à avoir. Donc, ce n'est pas de l'efficience. Nous, on l'a dit au ministère quand il a été question d'écrire un décret pour encadrer nos CME. On leur a dit, nous, on ne veut pas de décret. Parce que dans l'hôpital Intel, la CME, elle marche comme ci. Dans l'hôpital Truc, elle marche comme ça. Dans tel hôpital, elle ne marche pas. Et bien pourtant, les médecins, ils sont écoutés. Parce que le directeur, il sait que s'il veut garder ses médecins, s'il veut avoir un projet médical, il faut qu'il écoute ses médecins, sinon ses médecins s'en vont. Et c'est comme ça que ça marche. Donc nous, on prône l'autonomie, on prône la souplesse, on prône le minimum de textes réglementaires. On applique le droit du travail, il n'y a aucun problème, on applique la concertation, mais cette concertation, elle est indispensable parce que si les médecins et les soignants d'ailleurs, tout le monde, ne sont pas concertés, ils s'en vont. Le meilleur argument, quand j'étais directeur d'ARH, parce que j'ai aussi été directeur d'ARH, quand on me présentait un établissement qui avait un problème financier, l'ARH, vous voyez tout de suite, cet établissement, financièrement, il ne va pas bien. Moi, directeur d'ARH, ancien médecin, je demandais aux médecins de l'ARH d'aller voir, au niveau de l'établissement, comment se passaient les activités médicales, comment se passaient les organisations. Je demandais aussi qu'on travaille sur les conditions de travail, la satisfaction au travail. Et bien, comme par hasard, un établissement financièrement qui allait mal, on trouvait des problèmes dans les organisations, dans la fluidité des parcours des malades, et on trouvait des souffrances au travail des salariés. À partir du moment où on remontait la bobine en s'occupant de la qualité de l'organisation, du circuit patient, de la logistique, etc., et qu'on travaillait également sur les conditions de travail, comme par hasard, on retrouvait l'équilibre financier. Et donc, voilà ce que je prône. On va peut-être... Vous voulez réagir, Mario Campen ou Marc Pichou, Madame Desroches, si vous voulez? Je crois que sur... tout à l'heure, on parlait de Jacobin et de Girondin, je crois, tout à l'heure, dans la première table ronde. On est à peu près dans ce même principe. Alors, c'est marrant parce que tout à l'heure, on discutait, il y a une vision très parisienne des choses et une vision très provinciale des choses aussi. François Furet disait la Révolution française, c'est qu'une révolution parisienne, c'est pas du tout une révolution qui s'est faite en province. C'est pas que je vais attaquer les Parisiens coûte que coûte, hein, mais je pense que leur structure est trop grosse et qu'il n'y a pas de dialogue. Et ce qui est important, c'est d'établir des circuits courts. Moi, je suis pour les circuits courts, et pas uniquement pour l'écologie, hein, c'est par les temps qui courent, parce que c'est le seul moyen, effectivement, de rendre les choses efficientes. Et puis, on voit bien comment nos établissements sont en train d'évoluer. Vous disiez, avant, on était comme ça. Nous, aujourd'hui, notre hôpital, c'est simple. Il y a une partie ambulatoire, une partie qui est là pour que les gens finissent leur vie calmement et paisiblement. Et le reste, ça se fait hors les murs. Donc ça sera forcément
à travers des réseaux. Le grand challenge, je pense que ça va être impliquer les médecins de ville, qui ont eux aussi démissionné. Ou démissionné parce qu'on leur a plus laissé le pouvoir d'eux, ou ils n'ont plus envie parce que la médecine est devenue tellement technologique. Vous parlez de la cancérologie spécifiquement ou... C'est général, c'est pas que la cancérologie, je pense que malheureusement c'est général. Le savoir que doit avoir un médecin généraliste, il est monstrueux. Tout à l'heure on parlait du cancer qui est en train de se sous-catégoriser. Imaginez le médecin généraliste qui a une pile comme ça pour la cardiologie, une pile comme ça pour la pneumologie, une pile comme ça pour les maladies virales. Et on lui dit que la cancérologie, maintenant, c'est ça, comme ça, comme ça. Si on ne l'aide pas, si on ne l'inclut pas dans les parcours de soins, si on n'inclut pas le pharmacien pour les thérapies orales, on va rater beaucoup de choses. Mais quelles initiatives prenez-vous, Mario Campon ou Marc Ichou, par exemple? Nous, on essaye d'organiser justement les parcours de soins, mais hors les murs maintenant. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Les mutations qui ont été faites à l'hôpital, il va falloir 10 ans pour maintenant faire ces mêmes mutations hors l'hôpital et en ville. Mais si on ne s'y met pas aujourd'hui, on ne le fera jamais. Marc Ichou, non? Oui. Peut-être oui, Madame... Alors allez-y, faisons le débat. Encore un petit moment. Dire que je suis totalement en ligne avec ce qu'a dit M. Perrin, qui a parlé d'or. Rajouter que, effectivement, je dirais que small is beautiful et que la taille critique est très importante. Et qu'on a une chance quand même dans nos centres d'Unicancer, c'est que vous savez, dans les cours de management, on vous dit toujours que ce qui est très important, c'est le why. Pourquoi? Et donc d'avoir le sens. Et c'est vrai que dans nos centres, ce sens, il est naturel. Les gens ne viennent pas dans nos centres par hasard parce qu'ils ont vu de la lumière. Ils viennent parce qu'ils ont envie de participer à une aventure collective de lutte contre le cancer. Et ça, et ce qu'a dit M. Perret est tout à fait vrai, si on retrouve ce sens, et c'est là où il faut quand même peut-être redonner le pouvoir un peu plus médical, mais aux proches des services, proches des structures, et pas un pouvoir médical immense dans des grandes structures désincarnées. Et ça, je crois que c'est vraiment le grand enjeu et débat du Ségur de la santé, c'est de revenir à une gouvernance au plus proche des acteurs, et par les acteurs. Voilà. Et avec quand même une stratégie d'abord médico-scientifique, et qu'ensuite, l'administration, la logistique, les supports viennent en support de cette politique médico-scientifique. On ouvre ce débat, c'est un joli débat de réflexion institutionnelle et politique. Parfaitement d'accord. Quand je disais qu'un bon directeur, il écoute ses médecins, c'est ça. C'est ça. C'est-à-dire que c'est pas lui qui décide dans son bureau. Pas que les médecins. Hein. Alors, pas que les médecins. Les cadres soignants. Tout à fait, j'en ai également parlé. Vous avez parfaitement raison d'insister. Et donc, c'est ceux-là qui sont sur le terrain. Et je suis parfaitement d'accord sur la taille critique de la décision et de l'organisation qui ne doit pas être trop macro, sinon elle est très difficile à faire. Vous vouliez intervenir, Madame de Roche, oui? Oui, moi je partage ce qui a été dit sur cette notion de décloisonnement et de souplesse, et aussi sur ce qui est grand et pas forcément plus facile à gérer. On le voit avec les régions. Nous, on a cette chance d'être restés à 5 départements. Moi, je plains les régions qui sont passées à des tailles, en plus avec un découpage totalement aberrant qui n'avait aucune logique. Donc, je pense qu'en effet, on doit décloisonner, on doit avoir des vrais rapports entre ville, hôpital, décloisonner déjà entre les professions de santé, entre médecins et paramédicaux, ce qui n'a pas toujours été le cas. Très longtemps, c'était compliqué que le médecin perde une forme de pouvoir par rapport aux infirmiers ou autres. Donc ça doit rester. Édouard Philippe l'a un peu dit quand il a ouvert le Ségur de la santé, il dit peut-être plus qu'un problème de gouvernance, c'est un problème de management. Et ça rejoint ce que vous dites. On le voit bien quand on travaille sur l'entreprise bienveillante, c'est un peu à la mode en matière d'entreprise, mais ça a des vrais résultats en matière de productivité, de bien-être au travail. Et ça doit s'appliquer aussi aux hôpitaux. Et c'est vrai que des structures comme les centres de lutte contre le cancer sont souvent bien adaptées de par la taille, de par l'équilibre entre l'administratif et le médical, qu'on a un peu perdu depuis la loi HPST, où on avait l'impression vraiment, les médecins ont eu l'impression qu'ils étaient exclus un peu des décisions, ce qui n'a pas participé à calmer le jeu dans les hôpitaux. Mais je pense vraiment qu'on doit aussi rester sur cette idée que tout ne peut pas être pareil partout. On a un peu une obsession de l'égalité
l'égalité qui ne correspond pas forcément à l'équité. Moi, je pense qu'on a droit à des expérimentations, on a le droit que ce qui se passe ici ne sera pas forcément pareil ailleurs, on s'adapte au territoire, on part du besoin, quel est le besoin des patients, quel est le besoin des acteurs de santé sur un territoire et comment on y répond le mieux possible. Mais vouloir, et c'est souvent un peu le biais de l'administration en général, on l'a vu dans la crise Covid, je dirais, des exemples considérables de la gestion, de la tatillonnerie bureaucratique et administrative qui fait perdre du temps et qui embête tout le monde, mais qu'on fasse confiance. Qu'on fasse confiance Avec peut-être quand même Madame de Roche, je ne suis pas là pour défendre l'administration, mais en tout cas pour qu'il y ait un vrai débat équilibré, avec aussi quand même souvent les professionnels de santé, les Français eux-mêmes qui demandent toujours beaucoup, dont notre pays, à Paris, au centre, à l'État. Enfin, vous ne pouvez pas... Oui, bien évidemment, ça, je partage ce que vous dites. Mais en même temps, si on faisait confiance aux acteurs locaux, aux acteurs de terrain, on l'a vu lors de la crise Covid. Moi, j'ai entendu des professionnels de santé me dire heureusement qu'on a pu travailler en proximité avec les directions territoriales des ARS, avec les préfets, avec les collectivités locales. On a été beaucoup plus réactifs que si on était resté vraiment d'un circuit très administré. Bien sûr qu'il faut réguler, bien sûr qu'on doit équilibrer les comptes, bien sûr on ne peut pas répondre à tout le monde. Mais je pense que si on a cette notion d'arrêter de vouloir faire partout pareil et de dire tel modèle il marche bien, on va le mettre. Non, les modèles ils sont multiples, la France elle est multiple. Si on a ce désintérêt d'ailleurs qu'on a vu ce week-end sur la politique, c'est parce que justement les gens ont l'impression qu'on ne les écoute plus. Donc il faut vraiment travailler ce sujet de... et puis expliquer aussi que proximité égale pas toujours qualité. Ça c'est parfois compliqué en matière, quand on est sur des traitements pointus, on ne peut pas dire à tout le monde, vous aurez partout tel traitement. Mais il faut s'adapter aux besoins du patient. Il a besoin de tel traitement. Eh bien, soit c'est les médecins qui viennent à lui, soit c'est d'autres structures. Mais il n'y a pas de tabou dans la réflexion, comme il n'y a pas de tabou dans l'organisation des services publics. Antoine Perrin, et puis je prends quelques questions qui nous sont adressées par les internautes. Oui, c'est intéressant de voir ce qui s'est passé pendant le Covid. Le Covid, ça a été une énorme vague et les autorités... Première, le ministère avec ses directions d'administration centrale se sont trouvés dans l'incapacité de réagir eux-mêmes finement sur tous les sujets. Et dans toutes les conférences conférences téléphoniques qu'on avait avec la DGOS, et Dieu sait qu'on en a eu, hein, ma chère Sophie, systématiquement la DGOS nous disait, nous on prend les grandes lignes du sujet, on demande aux ARS de faire le reste. Et c'était très bien. Et les ARS elles-mêmes disaient aux établissements, moi, j'ai tel besoin sur votre territoire qui, normalement, passe par une autorisation, une capacité, une commission de sécurité ou je ne sais pas trop quoi. Vous y allez. Confiance et initiative. Et on a vu qu'on a inversé la logique, qui était d'abord antérieure, une logique d'autorisation, pour passer à une logique, on peut dire, de contractualisation, et elle était tellement rapide qu'elle était quasiment orale, de confiance. Et donc, s'il y a une leçon à retenir de cette crise, c'est qu'il faudrait qu'on diminue, alors la supprimer c'est difficile, mais qu'on diminue le poids du principe d'autorisation, de cloisonnement, de finesse administrative pour, comme dit Madame Deroche, faire confiance aux acteurs, vous y allez. Vous avez une file active, et cette file active, vous y allez. Et on ne vous parle pas des capacités en lit, en place, en ambulatoire, etc. On vous donne une responsabilité sur une file active. Et à partir de ça, on change de logique. On est beaucoup plus opérationnel pour un besoin d'une population. On se coordonne, effectivement, il y a la médecine de ville, il y a l'ambulatoire, il y a l'hospitalier dur, enfin avec les lits, il y a tout ça, ça se coordonne, mais autour d'une population donnée. Alors, Sophie Beaupère, je pense que ma chère Sophie, c'était vous. J'imagine. Alors allez-y, posez votre question. Antoine, on travaille effectivement de concert sur beaucoup de sujets qui sont communs à nos établissements privés à but non lucratif. Et ce que je voulais dire, c'est que je rejoins effectivement l'importance de la taille, on va dire, humaine des établissements, qui permet une efficacité parce que les professionnels sont écoutés très directement et que l'organisation peut être faite en fonction de leurs souhaits. Et c'est souvent effectivement... les professionnels qui ont les meilleures idées pour savoir comment organiser les parcours des patients, bien sûr. Il y a la taille humaine et puis il y a la mise en réseau entre nos centres. Et j'espère que la journée d'aujourd'hui aura montré que c'était réel, cette mise en réseau et ce partage d'expérience entre nous. Puis la mise en réseau avec tous nos partenaires,
notamment les établissements privés non lucratifs représentés par la FEAP, parce qu'on porte des valeurs communes, et puis aussi l'ensemble des professionnels, y compris les professionnels de ville. Et la confiance envers les professionnels des établissements, elle est majeure, et ce qu'on attend effectivement des pouvoirs publics, ce ne sont pas sans doute des directives trop rigides en matière d'organisation, mais par contre une cohérence entre le discours, souvent intéressant et motivant, et les actions concrètes, souvent d'ailleurs les orientations financières. Je prendrai juste un exemple, pour pas être trop longue. Ça concerne les infirmières de pratique avancée. C'est vrai qu'on a fait le bilan avec les centres sur ce sujet, qui nous tient à cœur bien sûr en matière de cancérologie, parce qu'on sait que c'est fondamental pour améliorer justement l'organisation et aller dans une amélioration de la performance des parcours des patients. Et les régions ont des politiques radicalement différentes, enfin les ARS, en matière de financement des IPA. Donc c'est arriver quand même à avoir une cohérence entre le discours et l'action au niveau national, et laisser effectivement la responsabilité et faire confiance aux acteurs. Vous savez, souvent quand même, là aussi je me fais non pas l'interprète des pouvoirs publics, mais simplement pour qu'il y ait débat, pour qu'il y ait contradiction. Souvent, l'inquiétude en réalité des pouvoirs publics, c'est que s'il n'y a pas de régulation, il y a des risques, évidemment, de dépassement, vous en parlez vous-même, de dépenses financières, etc. Mais ça se contrôle, ça. Ça se contrôle. Contrôle a posteriori, mais pas a priori. Tout est contrôlé a priori. Si on avait contrôlé a priori, on n'aurait pas pu, comme on l'a fait en Ile-de-France en particulier, multiplier par 2,5 le nombre de l'IDREA en moins d'une semaine. L'ARS n'a pas eu le choix. La vague, elle était là. Ils ont réuni un soir les responsables des fédérations en régional et leur ont dit lundi prochain, on était je crois un vendredi, il nous faut 2,5 fois de lits de plus de réanimation. Vous y allez. Il y en a certains qui les ont fait dans les salles d'op. On n'opérait pas. Salle d'op, c'est devenu des réanimations. Salle de réveil, des unités de soins continus. Tout ça, les acteurs l'ont fait. A posteriori, on a vu ce que ça donnait. Marc Ichou, vous vouliez intervenir ? Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais quand même, il faut aussi après le contrôle a posteriori. Parce qu'il y a un point qui m'inquiète un peu dans le Ségur, c'est que je n'entends plus parler du problème de la pertinence des soins. Et ça, je crois que c'est quand même un vrai sujet, parce qu'on a quand même des enveloppes budgétaires énormes sur la santé, et on voit qu'il y a une perdition de ces budgets énorme aussi. Et on sait qu'il y a un problème de pertinence des soins qu'il faudrait vraiment améliorer par là aussi une gestion des sociétés savantes, des experts, etc. Mais c'est vraiment un sujet dont on n'entend plus beaucoup parler et qui m'inquiète parce qu'à un moment donné, on aura un problème financier. On aura un problème global de budget. Et si on ne retrouve pas des marges de manœuvre budgétaires en ayant une pertinence des soins adaptée, je crois qu'on sera déçu. Et je crois que la balle est dans le camp des médecins, paradoxalement. Parce Il faut qu'on leur donne les moyens. Hein. Oui, mais ce que je veux dire par là, si dans la loi, si la loi HPST a fait qu'on a perdu le pouvoir, c'est qu'on n'était pas capable de gérer correctement les choses et qu'on va se dire les choses. On a jeté l'argent un petit peu par-dessus les fenêtres. C'est comme ça que la loi est arrivée en nous contrôlant. Donc c'est à nous de démontrer qu'on est dans la pertinence des soins, on est dans l'efficience des soins. Et l'efficience des soins, c'est pas un vilain mot, c'est la qualité. Quand on gagnera en qualité, effectivement, on sera beaucoup plus efficient et les enveloppes seront plus adéquates parce que les fameuses IPA qui ne sont pas payées, là, on montrera leur intérêt. Donc c'est toute la politique que l'on doit développer au nom du Unicancer sur la qualité validée par les patients. C'est ça notre truc, notre métier, c'est le patient. Donc c'est le patient qui doit valider ce qu'on a fait. C'est le patient qui va nous dire vous avez bien travaillé, par conséquent, c'est normal que vous ayez telle enveloppe. Voilà, c'est peut-être là le truc qu'il va falloir inverser. Le débat, en tout cas, se fait sur les réseaux sociaux entre Serge, qui vous dit que les ESPIC sont souvent les établissements les plus vertueux. Ça doit être un fan d'Antoine Perrin. Attendez la fin, attendez la suite. Du point de vue du management, de la gestion avec des circuits plus transversaux, etc. D'autres contestent cela en parlant de leur grande faiblesse. Vous essaierez de trancher. Et puis, je pense que la question est un peu perfide. Les groupes hospitaliers de territoire ont-ils vraiment amélioré vos pratiques de collaboration ? Qui veut répondre à ça ? Mario Campone, vous êtes le directeur délégué du Unicancer. La réponse vous appartient. Non, je vais faire la même réponse. Je me souviens d'une audition qu'on avait eue au Sénat il y a un an et M. Perrin était là. Et en fin de compte, la parole a été monopolisée par la Fédération hospitalière de France.
essentiellement, hein, c'est ça. Ouais, Et, très bien. Et que ça soit la FEAP ou Unicancer, on a expliqué que pour l'instant, on n'y était pas. Et qu'on était des acteurs importants et qu'il fallait nous associer. Paradoxalement, la crise du Covid nous a associés. Donc ça veut dire que, de facto, notre place est dans les GHT. Mais il faut que cette place soit un peu plus reconnue institutionnellement. Mais je me souviens de ces discussions, c'était... Les GHT, on avait travaillé dessus en effet au Sénat, puisqu'on faisait un rapport avant la loi santé sur les dispositifs qui avaient été établis, notamment par la loi Touraine, qui étaient les communautés professionnelles territoriales de santé, les plateformes territoriales d'appui et les GHT. Donc on a fait en quelques mois un rapport. On s'est aperçu que les GHT, c'était très variable d'un territoire à l'autre. Mais c'était essentiellement des groupements d'hôpitaux publics, de territoires, mais pas des groupements... c'était vraiment les établissements publics dans les territoires qui s'étaient organisés pour des questions essentiellement de logistique d'ailleurs. Mais que le projet de territoire et de partenariat avec les autres n'était pas dedans. D'ailleurs, les établissements n'y sont pas. La Fédération hospitalière privée aussi le disait. Donc on s'est aperçu que on était un peu au milieu du gué du système, mais que ça restait vraiment une gestion interne aux hôpitaux du territoire. Et souvent, ils sont départementaux, ce qui parfois n'est pas sur un périmètre adapté. On le voit, nous, en Pays de la Loire, ou entre Mayenne et Maine-et-Loire, c'est deux GHT différents, avec un hôpital qui est à la fois Château-Gontier et dans une autre ville du département. Donc là, il y a des progrès à faire sur la gouvernance. Je ne voudrais pas... C'est un outil public. C'est un outil public. C'est un outil public. Et je mettrai une nuance par rapport à ce que Marie Componne a dit. Nous ne souhaitons pas rentrer dans les GHT. Non, nous souhaitons être considérés comme des acteurs du territoire et du projet hospitalier de territoire, enfin du projet de santé de territoire, dont le projet de recours, mais pas à l'intérieur du GHT. Je vous rassure, M. Perrin, c'est pareil pour nous. D'accord. Non, et la FHP, personne ne veut aller dans les GHT. Je ne voudrais pas que nous nous quittions, parce que nous sommes à la fin de cet entretien, sans prendre ces deux questions qui ne sont peut-être pas tout à fait liées à notre conversation, mais quand même, comment mieux intégrer de nouveaux profils de professionnels dans vos établissements ? Et comment renforcer, celle-là est sans doute pour Mario Componne qui avait évoqué cette question, comment renforcer les retours d'information pour les médecins et soignants de ville qui reprennent la main après leurs soins, après les soins des établissements j'imagine, de cancérologie. Qui veut répondre? Alors peut-être Mario Componne sur la médecine de ville, oui, déclarer qu'on en a besoin, mais savoir aussi rendre des informations nécessaires aux médecins généralistes. Alors pour l'instant, c'est un grand chantier, on va se dire les choses, hein. Et j'espère que l'article 51 qui sera porté par Unicancer va permettre justement de mettre en place ces briques. Hein. L'article 51 sur les chimiothérapies orales, c'est typiquement le lien entre le pharmacien, le médecin généraliste, l'infirmière de parcours, et ça va être le bon moyen, je pense, pour une première étape, de baliser ces différentes étapes. Et on va bien voir comment ça va se passer. Et si je peux... Marc Ichou, peut-être sur la seconde, et on va terminer, oui. Donc, compléter par ça, justement, oui, parce que c'est un des grands enjeux de la cancérologie et d'Unicancer, pour remettre le patient aussi dans son milieu naturel, c'est tout ce qu'on va parler sur l'après-cancer. Et la réadaptation des patients après-cancer, c'est après la phase vraiment thérapeutique initiale, comment le réintégrer dans son milieu avec les acteurs kinés, psychologues, diététiciens et tout, au plus grand, à proximité de chez lui. Et là, le lien avec la ville va être très important dans tout ce qui est l'après-cancer, qui me semble, à mon avis, être l'enjeu majeur des prochaines années. Les On nouveaux... guérit de plus en plus, mais il faut guérir plus, mais aussi guérir mieux. Les nouveaux profils d'acteurs, de professionnels dans vos centres, en un mot, et on passe... Les ingénieurs chirurgiens. Alors peut-être Sophie Beaupère veut répondre. Oui, je peux peut-être répondre parce que ça fait écho à une préoccupation et à un travail qu'on fait au niveau du groupe, justement, c'est la mise en réseau. Par exemple, on vient de signer avec les partenaires sociaux un accord cadre emploi-formation qui permet de travailler sur des parcours de professionnels et donc de prendre en compte à la fois, je dirais, deux choses, l'évolution des métiers on va dire classiques, soit médecins ou paramédicaux, et les nouveaux métiers. Un nouveau métier typique dont on parle beaucoup, c'est les data scientists, qui sont évidemment une ressource extrêmement rare et indispensable pour tous nos projets d'intelligence artificielle et de big data.
Encore faut-il arriver, je dirais, à les accrocher, parce que c'est des profils rares et très recherchés. Donc on se doit, de manière collective, de travailler sur ces sujets-là, fidéliser les jeunes médecins, on en a parlé, leur permettre un exercice soins-recherche souple, mais aussi tous les métiers effectivement autour de la recherche clinique, je pense aux ARC, et donc on a réalisé des parcours qui leur permettent de se projeter professionnellement. Voilà, évolution des métiers et nouveaux métiers, je pense que c'est le double objectif. Voilà, on va peut-être terminer. Je vous cite cette phrase. J'ai plusieurs questions. La qualité doit être validée par les patients. C'est Europa Donna qui nous le dit. Et puis... Je sais qui c'est qui a posé les questions. Oui, alors, si vous voulez savoir, il y a aussi, mais je voulais la garder pour la fin et pour terminer sur une note humoristique, Mario Componne critique beaucoup Paris, mais cette table ronde laisse une grande majorité à l'ouest, avec vous et Madame de Roche. Certains s'en plaignent, visiblement. Voilà. Voilà, chers amis, merci beaucoup. Il est temps, c'est le temps imparti, le temps qui nous était accordé est terminé pour cette table ronde. Place à la conclusion avec le professeur Jean-Yves Blais. Pardon, attention à la caméra. Avec le professeur Jean-Yves Blais, le président d'Unicancer, qui va conclure. Merci à celles et ceux qui nous ont permis de nous réunir, aux équipes qui ont réalisé cette rencontre. J'ai été très heureux de passer cet après-midi avec vous. La parole est à Jean-Yves Blais. Eh bien, tout d'abord, je voudrais exprimer mes remerciements à tous les intervenants des tables rondes, Madame la sénatrice, Monsieur le doyen, Monsieur le délégué général de la FEAP, chère directrice, directeur, vous remercier pour la qualité de ces échanges et les idées qui ont surgi. Et très clairement, nous allons poursuivre ces échanges dans les semaines et dans les mois à venir. Et je crois qu'on est réellement actuellement dans une période de transition qui va être très transformante. En début d'année, qui imaginait qu'on aurait à faire face à une crise sanitaire de cette nature qui aurait transformé autant nos activités quotidiennes. On a parlé de choses que nous n'imaginions pas. Elles nous ont permis coordination des urgences, adaptation, collaboration au sein des centres et à l'extérieur des centres, d'une importance et d'une magnitude que nous n'imaginions sans doute pas. Parallèlement, cette crise nous a permis de développer également un travail. Alors le Ségur n'est pas une conséquence unique de la crise que nous avons connue, il y a d'autres raisons, mais ce Ségur a été travaillé au sein de nos établissements avec réactivité, avec une production importante, une adaptation, une écriture rapide et des concertations entre tous qui ont été assez remarquables et qui nous ont permis de faire valoir un certain nombre de points et je crois de faire progresser l'ensemble du dispositif car tout le monde, et je crois que c'est quelque chose que nous pouvons retenir, tout le monde est décidé à ce que notre système de santé qui a tant d'atouts puisse perdurer et se développer et s'adapter aux lourdes charges qui sont devant lui. Parallèlement, là encore en début d'année, la stratégie décennale, on l'avait anticipé, mais en même temps que tout ça, il a fallu faire cette contribution à la stratégie décennale. Les grandes lignes nous avaient été données, dépistage, prévention, prise en charge des formes complexes de cancer à traiter, et puis d'une manière générale, l'accompagnement du patient en phase post-thérapeutique, chose qui va devenir, qui devient encore plus notre priorité. Puis en même temps, une science dont on peut dire qu'elle a été très largement sur le devant de la scène, sur le devant parfois même des tabloïds, d'une manière qui n'est pas exactement celle que l'on attend de la science, qui est théoriquement quelque chose de plus apaisé devant les ordinateurs ou devant les tables pour progresser. On oublie sans doute d'ailleurs de dire que la science est par définition quelque chose d'irréfutable et que dans les grands débats scientifiques, on est à l'Institut Curie ici, il y a une centaine d'années, les débats étaient chauds entre Einstein et Bohr et que Einstein s'est beaucoup trompé et qu'il n'a pas fait les tabloïds, mais quand même, c'est la science. En tout cas, c'est un épisode important également de ce point de vue-là car ça nous repositionne au fond sur l'importance de situer notre action dans le domaine du prouver, de l'évaluer, tout ce qui est au fond de la démarche scientifique.
On a eu de multiples autres enjeux et que pouvons-nous en retenir? La première chose que nous allons retenir, ce sont les patients. Et encore une fois, la démarche que nous devons avoir, le sens de notre action, le why, comme on l'évoquait il y a quelques instants, c'est nous devons prendre en charge les patients, éviter qu'ils soient patients tout d'abord, ou en tout cas les traiter au plus tôt, les prendre en charge de la meilleure manière possible et nous occuper d'eux après. Nous retenons également que nous sommes un groupe et qu'ensemble nous sommes plus forts, que travaillant ensemble, nous sommes capables de dégager des solutions que nous n'imaginions pas. Nous retenons également que nous sommes une composante très importante, j'ose dire indispensable, à un exercice public diversifié. Il n'y a pas qu'un seul public, il y a un exercice public diversifié, privé à but non lucratif, largement représenté ici à travers 2 fédérations. Et nous sommes indispensables à cette diversité du système de santé qui assure sa qualité. Je ne sais pas si on peut parler de compétition. En tout cas, c'est une saine analyse de montrer que ensemble, avec des modes d'exercice un peu différents, nous pouvons être plus forts parce que nous revenons à mon point de départ, c'est le patient qui est notre objectif. Nous retenons également que nous avons pu travailler davantage ensemble. Nous devons travailler encore davantage ensemble pour l'organisation d'Unicancer. Et nous retenons aussi que d'autres ont besoin de nos apports. On l'a vu sur le secteur des soins. On l'a vu également au cours de ces tables rondes. D'autres avec qui nous avons tissé des liens. Nous tissons des liens. Nous sommes en étroite interaction. Les universités, les facultés de médecine et puis tous les établissements, toutes les structures d'établissement ont besoin de notre apport car nous avons des solutions innovantes à proposer. Nous l'avons dit en termes de gouvernance ou de management peut-être. Je retiens plutôt management fluide, de taille adaptée, je crois. Small is beautiful, middle is beautiful peut-être. Enfin, tout est beautiful. Mais les grosses tailles sont parfois plus difficiles à gérer. C'est peut-être plus ça que géographique, d'ailleurs, la distinction. En tout cas, notre mission patient, c'est une mission de couverture régionale. Et un des points qui a été évoqué, mais peut-être que l'on peut resituer, cette couverture régionale, comment on fait pour qu'au fond, on sait ce qu'il faut faire pour le patient. La question, c'est comment on lui amène, ou plutôt comment on l'amène à pouvoir recevoir ce traitement. Pour ça, la couverture régionale, notre capacité à être capable de procurer l'excellence aux patients au plus près de chez lui est essentielle. Et je crois que les liens ville-hôpital, les hospitalisations à domicile, les articles 51 tels qu'ils ont été évoqués vont dans cette direction, vont dans le sens d'ailleurs d'un meilleur service aux patients lorsque les traitements sont simplifiés et qu'il n'y a plus raison de les faire venir à l'hôpital. Et en revanche, impose de les faire venir à l'hôpital car l'excellence n'est pas une option pour la prise en charge de nos patients. Si on n'a pas l'excellence, on le sait, et toutes les courbes de survie nous le disent, on apprend ça au concours d'internat et puis on continue à l'apprendre, c'est que c'est un peu en dessous et que la meilleure manière d'améliorer les taux de guérison, c'est de faire parfaitement les recommandations de pratique clinique. Ces pistes pour nous améliorer sont également, on l'a dit, de travailler plus ensemble. Alors qu'est-ce que ça recouvre, travailler plus ensemble? Je crois réfléchir à comment doit évoluer notre convention, réfléchir à comment doivent évoluer nos liens. On avait réfléchi à des liens il y a quelques années maintenant qui n'ont pas été un grand succès, mais qui nous ont amené à réfléchir sur ce que nous voulions faire ensemble. Et la crise que nous avons traversée nous a montré qu'on pouvait le faire finalement sans tant de difficulté que ça. Probablement quelque chose à réfléchir collectivement au sein des centres de lutte contre le cancer. Nous sommes bien déterminés tous ensemble à le faire avec l'équipe, le bureau et tous les directeurs. Nous avons également comme piste les nouveaux modèles pour la recherche. Très clairement, au sein d'Unicancer, nous avons Unicancer R&D qui peut se prévaloir d'une production importante, puisque si on se situe avec un benchmark européen, et hop, allons-y même au niveau mondial, le nombre de patients inclus dans des essais cliniques dans Unicancer est certes élevé, mais le nombre de patients inclus dans des essais cliniques de promotion ou gérés par Unicancer R&D est très élevé, sans égal, je crois, au niveau européen. J'ai pu rater un benchmark, mais je ne crois pas. Et il faut l'adapter. C'est bien, mais c'est pas assez. Il faut faire mieux parce que notre ADN, ça a été dit, c'est l'innovation. Et l'innovation, l'évolution de notre production scientifique et de notre recherche clinique, notre recherche clinique de transfert est fondamentale associée parce que le lien de ces trois recherches nous procure les actions transformantes que nous avons en routine clinique, nous impose de nous adapter. Et je crois que nous avons, avec une évaluation toute récente qui a été réalisée de Unicancer R&D, la certitude que c'est dans cette direction qu'il faut aller et qu'il nous faut encore être meilleurs, plus efficaces, plus rapides, de meilleure qualité, donner envie
et fixer des grands objectifs Unicancer que nous voulons résoudre. J'ose pas dire les 10 ans, le moonshot et des choses comme ça, mais c'est quelque chose de ce registre-là auquel nous pouvons peut-être réfléchir collectivement, car nous avons pu voir que nous étions ensemble capables de faire de grandes choses, d'autant plus que nous sommes capables de nous associer avec les autres. Dans le même registre, nous avons associé dans la R&D la question de la très vaste des mégadonnées, big data, des real world evidence, des preuves en situation de vie réelle, et de l'intelligence artificielle qui souvent résulte de l'analyse de ces très grandes bases de données. Nous sommes actuellement mûrs, vu la production qui a été réalisée, pour avancer dans cette direction, et les liens que nous avons avec le Health Data Hub, la production que nous avons à travers ESME, à travers Consort, à travers les projets qui sont déjà approuvés par le Health Data Hub ou qui sont en cours d'évaluation, nous montrent bien que nous avons du travail à faire ensemble dans cette direction, et que ça doit être un axe de recherche commun, parce que c'est tout simplement, et c'est très simplement d'ailleurs, le sens de la médecine dite personnalisée, de la médecine dite de précision. Je ne sais pas quelle est cette terminologie, la terminologie la plus exacte, mais en tout cas, cette médecine qui soigne le patient exactement sur la base de ce dont il a besoin, sur le plan aussi bien clinique très général que sur le plan moléculaire. Nos pistes restent également, je le redis, le renforcement des liens avec les universités et les facultés de médecine. Les facultés de médecine et les universités pourraient tirer parti de ce corpus de médecins, chercheurs, qui sont dans nos établissements, qui ne souhaitent pas ou qui n'ont pas l'opportunité d'y aller. Ça a été évoqué lors de la deuxième table ronde. Et à un moment où la classification des universités n'est pas dans notre pays, n'est même pas européenne, et supra et mondiale, et c'est Shanghai ou équivalent qui nous disent des choses, eh bien je crois que renforcer nos universités nationales n'est pas du luxe, et Unicancer est à disposition et se fait fort de travailler avec les universités et les facultés de médecine pour permettre d'aller plus loin dans cette direction, établir des liens solides qui soient plus que centre par centre, mais plus global à l'échelle de notre fédération. Renforcer également des liens avec les EPST. Et nous avons eu un dialogue déjà riche avec le directeur général de l'INSERM, et Alain Echen qui était également dans une table ronde sur le concept de médecin-chercheur. Tout ça va également avec un renforcement des liens avec les structures européennes qui sont dans la même dimension, et notamment les sociétés savantes. Enfin, et pour finir sur ce que nous avons à faire, les pistes, la stratégie décennale, et ça a été évoqué, la contribution d'Unicancer sur la stratégie décennale réalisée en même temps que tous les événements que nous avons évoqués, a été une contribution, je pense, de qualité, qui rejoint bien entendu, parce que de toute façon les bonnes idées arrivent en même temps à tout le monde, qui rejoint d'autres bonnes idées, mais avec des chapitres et des propositions concrètes, une vingtaine de propositions, qui vont sans nul doute enrichir ce qui va être proposé, qui est une stratégie, on a bien entendu Alain Echen, une stratégie où il y a de l'argent supplémentaire, qui va nous permettre d'être transformants, parce que c'est bien être transformant dont il s'agit, et de ne pas refaire avec nécessairement uniquement les vieux outils, faire une transformation des choses qui se mesurent de manière tangible en termes de survie, de chances de survie et de qualité de survie sur le long terme. Pour finir, dans ces pistes, je crois que la piste européenne d'Unicancer n'est pas une option, c'est une réalité déjà. La plupart des centres de lutte contre le cancer sont accrédités par une agence telle que l'OECI, une organisation qui accrédite les centres intégrés de lutte contre le cancer. Et l'Europe nous ramène d'ailleurs à la territorialité. L'Europe nous ramène à la territorialité car c'est un simple fait de regarder la production scientifique des uns et des autres que de constater que le plus grand nombre de publications scientifiques, et je pense que dans les centres parisiens, lillois, marseillais, lyonnais, nantais, tous, on est à peu près tous dans la même situation. Beaucoup de nos publications, notre production scientifique se fait avec des régions européennes qui sont parfois très proches. C'est le cas pour, je travaille à Lyon, Milan qui est à 350 km de Lyon. La majorité des publications scientifiques, une part importante de publications scientifiques sont faites de manière conjointe avec le centre de Milan, peut-être plus d'ailleurs qu'avec des CHU de proximité. C'est un point en tout cas à travailler. Je crois que le futur est européen, et notamment le futur dans la recherche sur le cancer, et c'est le sens également probablement de la stratégie décennale. Au total, et pour conclure, le patient est au centre de notre démarche, de notre attention, et notre agilité, notre flexibilité, notre réactivité, et le bonheur qu'on entend de placer dans le fait de travailler dans un centre de lutte contre le cancer, et nous permet de mieux le servir. Et nous pouvons à ce titre être le poisson pilote d'autres structures. À ce moment de crise quand même, une crise un peu inédite, des vocations,
des jeunes médecins et même des étudiants en médecine. J'ai la chance d'avoir des enfants qui sont étudiants en médecine et qui transmettent un message que j'essaie de corriger. Et je crois que nous devons porter résolument à Unicancer ce flambeau de l'excellence dans ce qui est un joyau intact de notre système de santé et qu'il nous appartient de consolider et de préserver, car c'est au service de tous qu'il faut le faire. Alors merci pour ces échanges, merci à Sophie et merci à toute l'équipe d'Unicancer, merci à tous les membres du bureau, à tous les directeurs généraux d'Unicancer, à vous tous participants pour nous avoir rejoints sur cette demi-journée de colloques et d'échanges. Je vous le disais tout à l'heure, ça va être poursuivi, donc bien en avant, et nous avons encore beaucoup à faire tous ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais remercier Pascal Morel et Hortus de leur organisation impeccable. Impeccable et qui nous a permis d'avoir cette stratégie mixte, encore une fois, à la fois physique et virtuelle, et qui a remarquablement bien fonctionné. Il y a eu à un moment un peu de crépitement sur la voie, mais les échanges ont pu être riches. Merci Pascal et merci à toute son équipe.